Il y a 6 ans, Benoît et moi, on a vendu nos iPhone 7, le smartphone dernier cri de l'époque, pour acheter du matériel photo de meilleure qualité. Cette décision a changé notre vie parce qu'on a découvert la passion de la photographie avec appareils photo et leurs objectifs. Il y a quelques mois, j'ai racheté un iPhone, l'iPhone 13, pour constater les progrès effectués par les smartphones ces dernières années. Vous êtes nombreux à hésiter entre smartphone et appareil photo. Avec la sortie de l'iPhone 14, j'ai décidé de vous partager mon avis sur ces nouveautés. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Partout en Voyage et Blog Photolumix. Je suis Nadia et sur cette chaîne, je vous partage mon avis en toute indépendance sur le matériel photo. Alors abonnez-vous à la chaîne en pensant à la cloche pour ne rater aucune vidéo. Comme chaque mois de septembre depuis une dizaine d'années, les nouvelles déclinaisons de l'iPhone viennent d'être dévoilées. Capteur plus grand, plus performant en basse lumière, mode cinématique en 4K, nouvelle focale, les nouveautés sont nombreuses. A commencer par le capteur de 48 millions de pixels qu'on retrouvera sur l'iPhone 14 Pro et Pro Max. Apple nous promet un appareil photo et une caméra professionnelle entre nos mains. Cette promesse est-elle tenue? Je vous propose d'inspecter de plus près les caractéristiques techniques des nouveaux iPhones sous l'angle de la photo et de la vidéo vue par une photographe. Commençons par la fiche technique photo et vidéo de l'iPhone 14 et de son équivalent plus grand, l'iPhone 14 Plus. Première chose importante à noter, ces deux modèles ont les mêmes capacités pour la prise d'image. L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus disposent d'un capteur plus grand que l'iPhone 13, mais attention, ce capteur plus grand concerne uniquement la focale principale, c'est-à-dire le 26 mm. Par ailleurs, cette focale dispose d'une nouvelle ouverture plus grande, également de f1.5. Ces deux paramètres permettent de laisser entrer 49% de lumière en plus que sur l'iPhone 13. La basse lumière, c'est la bête noire des smartphones. En effet, les petits capteurs s'accommodent mal de la faible luminosité. Plus un capteur est grand, plus on aura une bonne gestion de la basse lumière, notamment pour les photos de nuit ou en intérieur. Aussi, toute amélioration est la bienvenue. La promesse d'Apple est donc alléchante sur ce point. Je précise à nouveau que ce nouveau capteur plus grand avec une plus grande ouverture concerne uniquement l'objectif principal, c'est-à-dire le 26 mm. En ce qui concerne l'objectif ultra grand angle de 13 mm, il ouvre à f2.4 et n'a pas été amélioré en ce qui concerne la taille du capteur qu'il y a derrière. Niveau résolution, pas de changement. À 13 mm comme à 26 mm, vous photographierez en 12 millions de pixels. C'est assez classique sur les iPhones. On aurait pu espérer une plus grande résolution. Néanmoins, 12 millions de pixels, c'est largement suffisant pour des tirages photos à 3. Par ailleurs, plus on augmente la taille des images, plus elles prennent de la place en termes de stockage. Et vu que le stockage a un coût très élevé chez Apple, c'est peut-être pas plus mal de garder une taille de photo raisonnable. Sur l'iPhone 14 ainsi que le 14 Plus, on retrouve le mode portrait tant apprécié. Grâce à ce mode, pas besoin de connaître les techniques photo, vous pourrez prendre des photos de portrait avec un flou d'arrière-plan marqué. D'ailleurs, on peut même gérer la profondeur de champ après la prise de photo. En termes de flexibilité, c'est forcément sympa. Par contre, sans changement sur l'iPhone 14 comme l'iPhone 14 Plus, il n'est pas possible de photographier au format RAW. Le RAW est un format de fichier plutôt réservé aux professionnels et aux amateurs avancés. Ce format nécessite de passer du temps pour travailler ces images en post-traitement. Cela montre que l'iPhone 14 n'est pas autant orienté photo que le Pro. Il s'adresse plutôt aux amateurs de photos qui veulent réussir leurs images sans se prendre la tête. La dernière nouveauté photo concerne la caméra avant. Désormais, il est doté de l'autofocus. Cela signifie que l'appareil photo de votre smartphone sera capable de détecter automatiquement le sujet. Cela vous évitera d'éventuelles photos ou vidéos floues sous prétexte que vous n'auriez pas été détecté. Côté vidéo, le mode cinématique n'est plus limité à l'enregistrement Full HD 1920 x 1080. On peut désormais filmer en mode cinématique en 4K, soit 3840 x 2160, jusqu'à 30 images par seconde. En termes de cadence d'image, on peut d'ailleurs tourner des vidéos en 4K 30 images par seconde ou 24 images par seconde qui est la cadence d'image traditionnelle du cinéma. Le mode cinématique vous permet de tourner des vidéos avec des transitions de mise au point et de contrôler la profondeur de champ. Cela offre une grande facilité dans la création vidéo et vous permet d'obtenir un beau rendu à l'écran.
En vidéo, la stabilisation est également améliorée avec un mode sport. Votre iPhone peut ainsi se transformer en caméra d'action. Ce mode action vous permet de filmer en courant avec peu de tremblements à l'image. Pour les amateurs de vidéos sportives en action, je suis certaine que ce mode va beaucoup plaire. Mais le véritable modèle pour la photographie et la vidéo, c'est l'iPhone 14 Pro ainsi que sa version Pro Max. Ils offrent une vraie évolution par rapport aux iPhones précédents. Première grosse nouveauté, c'est la taille du capteur. Apple avance une taille de capteur 65% plus grande que sur l'iPhone 13 Pro. Exactement comme sur l'iPhone 14, un capteur plus grand se traduit par de meilleures performances en basse lumière. En effet, la taille du capteur est un élément déterminant pour la pratique de la photo de nuit ou en intérieur. C'est donc un bon point d'avoir un capteur plus grand pour ces pratiques et qui compliquent souvent la vie des photographes débutants. Ce plus grand capteur se combine avec une nouvelle puce A16 qui permet une plus grande puissance de calcul. Concrètement, cela signifie qu'il y aura un traitement plus puissant des photos prises avec l'iPhone pour en améliorer leur qualité. L'autre grande nouveauté de ce capteur, c'est qu'il a une résolution de 48 millions de pixels. Cela signifie que l'iPhone 14 Pro a un capteur principal avec une haute résolution. Une telle résolution permet d'obtenir des images d'une plus grande dimension. Ainsi, on peut effectuer des tirages photos plus grands. On peut aussi recadrer dans l'image, c'est-à-dire zoomer après prise de photo, tout en gardant une taille d'image correcte. Forcément, cela offre plus de liberté en termes de cadrage. Attention, malgré les 48 millions de pixels du capteur, vos photos seront quand même prises en 12 millions de pixels. Apple a choisi que le capteur de 48 millions de pixels vous permette de zoomer dans l'image plutôt que d'augmenter la définition des photos. Pour préserver le stockage, c'est mieux. N'imaginez donc pas prendre toutes vos photos en 48 millions de pixels, ce n'est pas prévu ainsi. Sauf si vous photographiez en RAW. Là, vous photographierez en 48 millions de pixels. C'est alors en post-traitement que vous pourrez recadrer et non au moment de la prise de photo. Le format RAW permet une plus grande latitude dans la prise de photo parce qu'il conserve un plus grand nombre de données que l'on pourra exploiter en post-traitement. En effet, ce nouveau capteur de 48 millions de pixels s'accompagne d'une nouvelle focale, un 24 mm avec une ouverture de f.78. Grâce aux 48 millions de pixels, lorsque vous photographiez en JPEG en 12 millions de pixels, vous avez une deuxième focale. En effet, une telle taille de capteur permet un zoom optique x2. Ainsi, sur votre objectif principal, vous avez un 24 mm f1.78 et un 48 mm f1.78. Ce sont deux focales très répandues en photographie. Par contre, si vous photographiez en RAW, sur le capteur principal, vous photographierez en 48 millions de pixels avec une seule focale, le 24 mm. Ce sera à vous de recadrer en post-traitement. À ces deux focales s'ajoute un téléobjectif de 77 mm disposant d'une ouverture de f2.8. Ici, pas de nouveauté, le capteur n'est pas plus grand, on est toujours sur du 12 millions de pixels. L'iPhone 14 Pro et Pro Max ont aussi une focale de 13 mm, un ultra grand angle avec une ouverture de f2.2. Là aussi, le capteur est de 12 millions de pixels. A noter, il y a un mode macro sur la focale ultra grand angle afin de photographier en gros plan un sujet proche. Et sans grand changement, ce nouvel iPhone conserve le mode portrait. Ce mode vous permet de photographier des portraits avec un flou d'arrière-plan marqué. Si vous voulez prendre de jolies photos de portraits sans rien connaître à la photographie, voilà un mode qui vous plaira. D'autant plus qu'on peut contrôler la profondeur de champ après prise de photo. Dernière nouveauté, la caméra avant est désormais dotée de l'autofocus. Ainsi, vous n'aurez plus de risque de mise au point erronée quand vous vous placez en face caméra et donc de photos floues. Côté vidéo, l'iPhone 14 Pro n'est pas non plus en reste. Néanmoins, j'attendais une énorme nouveauté avec la vidéo 8K. En dépit de son capteur 48 millions de pixels, Apple n'a pas annoncé cette nouvelle qualité d'enregistrement. Bien sûr, on peut arguer du fait que les écrans 8K ne sont pas encore répandus. Pour autant, Apple nous a habitués à des évolutions novatrices. Or, pour cette année, il n'y a pas de vidéo 8K sur l'iPhone. C'est dommage, d'autant que la 8K commence à se démocratiser du côté des appareils photo. Je vous mets quelques références justement à ce sujet dans la description. L'évolution principale concerne le mode cinématique. Désormais, on peut filmer en 4K dans ce mode et non plus en Full HD.
Ainsi, vous aurez une plus grande taille d'image en vidéo quand vous filmez en mode cinématique. On peut filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde en mode cinématique. Et avis aux amateurs de grand écran, on peut aussi filmer en 24 images par seconde, la cadence d'image traditionnelle du cinéma. Grâce au mode cinématique, vous pourrez effectuer des transitions de mise au point et donner un rendu pro à vos films. En plus, le contrôle de la profondeur de champ peut aussi s'effectuer après avoir tourné votre vidéo. A noter, côté ralenti, on reste en Full HD, il n'est pas possible de filmer en 4K 120 images par seconde. Ayant goûté à la vidéo 4K en ralenti avec le Lumix GH6, je trouve cela un peu dommage. Comme sur l'iPhone 13 Pro, on peut filmer en ProRes pour une plus grande flexibilité d'étalonnage de vos vidéos en post-production. Attention, ce format d'enregistrement est très gourmand en stockage. Désormais, on a également un mode sport pour filmer des scènes d'action avec une stabilisation améliorée. Ainsi, vous pourrez filmer en mouvement sans tremblement à l'image. C'est une amélioration non négligeable quand on sait qu'il est toujours difficile de filmer correctement à main levée. Côté tarif, l'iPhone 14 coûte 1 029 € avec un stockage de 128 Go. Avec un stockage de 512 Go, le prix passe à 1 409 €. Quant à l'iPhone 14 Plus, il coûte 1 169 € avec un stockage de 128 Go. Si vous optez pour un stockage de 512 Go, le tarif grimpe à 1 559 €. Avec l'iPhone 14 Pro, le tarif débute à 1 329 € pour un stockage de 128 Go. Si vous prenez l'option 512 Go, le prix passe à 1 719 €. Vous pouvez même choisir l'option 1 Tera de stockage, utile pour filmer en Apple ProRes. Il vous coûtera alors 1 979 €. Enfin, l'iPhone 14 Pro Max est vendu 1 479 € avec 128 Go de stockage. Si vous passez à 512 Go, alors il faudra débourser 1 869 €. Pour finir, avec l'option 1 Tera de stockage, le tarif passe à 2 129 €. Niveau disponibilité, ils seront disponibles à partir du 16 septembre 2022 et on peut d'ores et déjà les précommander. Je vous ai mis tous les liens dans la description. Maintenant qu'on a vu tout ça, quelle est ma vision de l'iPhone 14 et ses déclinaisons avec mon œil de photographe? Peut-être hésitez-vous entre l'achat d'un iPhone ou d'un appareil photo. Apple martèle tellement les fonctionnalités photo et vidéo de ses smartphones qu'on pourrait croire qu'ils équivaut à des appareils photo et même à des appareils photo professionnels. Mais de mon point de vue, il n'en est rien. Bien sûr, ce n'est pas à moi de décider pour vous, entre appareil photo et iPhone, c'est avant tout un choix personnel. L'iPhone est un outil qu'on peut toujours avoir dans sa poche, toujours à portée de main, il est un puissant vecteur de création d'images. Connecté, il nous permet de partager en quelques secondes notre contenu. Et en plus, il est accessible à tous, tant son usage est facile. La force de l'iPhone, il travaille pour vous. Bokeh, profondeur de champ, mise au point, transition, traitement des images, ce sont autant de tâches que doit maîtriser l'apprenti photographe. Avec un smartphone, vous ne vous en occupez pas. C'est pour cela que je parle d'une caméra qui vous assiste. Le smartphone a des capacités de calcul et une puissance de traitement que n'ont pas les appareils photo. Vous n'avez qu'à vous concentrer sur votre idée créative, le smartphone fait le reste. Pour autant, l'appareil photo, surtout le réflexe et l'hybride, s'appuie sur une taille de capteur bien plus grande, ce qui explique ses meilleures performances en qualité d'image comme en basse lumière. Ici, je parlerai seulement de l'hybride, dont les tailles de capteurs sont largement au-dessus de l'iPhone pour des prix en deçà. Ainsi, un Lumix GX9 à 900 € dispose d'un capteur micro 4 tiers, c'est bien plus grand que le capteur de l'iPhone 14, y compris la version Pro. Quant à sa résolution, elle est de 20 millions de pixels contre 12 millions de pixels pour l'iPhone. Si on augmente son budget, on a l'excellent Fujifilm X-S10 aux environs de 1400 €, qui a un grand capteur APS-C et une superbe qualité d'image. Un capteur APS-C, c'est plus grand qu'un capteur micro 4 tiers et beaucoup plus grand que ce qu'on trouve dans l'iPhone. Quant à sa résolution, elle est de 26 millions de pixels. Il existe aussi un Sony A6400 ou un Sony ZV-E10 qui dispose la même taille de capteur. Je vous mets les liens dans la description ainsi qu'un article guide d'achat sur les appareils photo hybrides.
Enfin, pour 2000 €, là on a un Lumix S5 qui est tout bonnement excellent en basse lumière, véritable caméra et appareil photo professionnel, son grand capteur plein format est sans commune mesure avec celui de l'iPhone 14. Et grâce à ça, il nous offre un flou d'arrière-plan stupéfiant. Et je ne parle même pas de la qualité d'image que je trouve superbe. Pour ma part, je ne me vois pas filmer et photographier avec autre chose qu'un appareil photo hybride parce que la qualité et la durabilité de mes souvenirs priment sur tout le reste. Sauf qu'il y a un mais. Pour profiter au maximum des capacités d'un appareil photo, vous êtes obligé d'apprendre les techniques photo, maîtriser l'usage de votre appareil photo et alors seulement vous serez récompensé par des résultats largement supérieurs aux capacités d'un smartphone. La force de l'iPhone, c'est sa puissance de calcul qui vous assiste dans la prise d'image et permet d'aller toujours plus loin. Pour autant, il est toujours en deçà des appareils photo hybrides et réflexes à ce jour. D'ailleurs, si la basse lumière est omniprésente dans le discours d'Apple, c'est parce que c'est l'épine dans le pied du smartphone. Et là, je suis obligée de vous dire de faire attention aux belles paroles et belles images. Ce qui me frappe à chaque fois dans les présentations de smartphones, c'est que toutes les prises de vue présentées sont effectuées en studio photo avec un éclairage d'appoint. Or, si l'image paraît sombre, on ne peut pas considérer le studio photo comme une situation de faible luminosité. La faible luminosité, c'est chez vous, en hiver, le soir ou la nuit. C'est là que l'on voit ce qu'un appareil photo a dans le ventre. En photo studio, on contrôle notre éclairage et on n'a pas forcément besoin de monter les ISO. Ce n'est pas une véritable situation de basse lumière ni une situation difficile pour un capteur. Côté focal, si le 77 mm est pertinent, n'imaginez pas parce qu'il est nommé téléobjectif qu'on peut photographier des animaux loin avec. Pour vous donner un ordre d'idée, pour la photo de portrait, j'utilise un 85 mm et pour zoomer sur un animal, j'ai un cadrage intéressant à partir de 200 mm ou encore 300 mm. Ce n'est pas du tout le même niveau de focale, donc de zoom pour faire simple. Quant au mode macro, il est sur la focale ultra grand angle. Or, avec un ultra grand angle, on a une déformation du sujet et en plus, il faut se coller au sujet pour photographier en gros plan. Pour la macro photo, j'utilise un 60 mm ou un 105 mm. Le véritable avantage de l'hybride et du réflexe, c'est qu'on pourra changer d'objectif pour adapter le matériel photo à sa pratique et obtenir de meilleurs résultats. Au contraire, avec un iPhone, même en augmentant les focales 13 mm, 24 mm, 48 mm et 77 mm, on ne pourra jamais changer d'optique et on n'a que ces 4 niveaux de focale et non un objectif zoom. C'est donc à vous de savoir ce que vous préférez entre focale figée dans le téléphone ou appareil photo adaptable avec un ou plusieurs objectifs. Un des vrais bons points de l'iPhone en photo, c'est l'ultra grand angle. Avec la focale de 13 mm, on peut photographier et filmer en plan très large. Or, un objectif ultra grand angle, cela coûte cher à fabriquer, de sorte que les modèles vendus pour les appareils photo sont peu abordables. Il faut compter 500 € minimum l'objectif, voire le double. De ce point de vue, l'iPhone présente l'intérêt de rendre abordable cette focale qu'il est rarement. Je dis abordable entre guillemets parce que l'iPhone reste un achat au coût élevé, mais il permet bien plus d'usages que simplement la photo et la vidéo. Bien sûr, il n'est pas question de critiquer la prise de photo au smartphone, mais seulement de le positionner à sa bonne place. Évidemment, on est sur deux usages totalement différents. L'un tient dans la poche et s'utilise de manière totalement intuitive, quand l'autre nécessite d'avoir du matériel plus lourd et du temps d'apprentissage pour arriver à ses fins créatives. Et si l'iPhone vous plaît, eh bien foncez. Dernier point, c'est sur le prix. Je vous ai donné quelques exemples d'appareils photo au tarif proche de l'iPhone 14, mais je veux faire une aparté sur le stockage. Sur l'iPhone 14 Pro, le stockage d'1 Tera coûte 600 €. Une carte SD de 512 Go correcte coûte 120 €. Vous en prenez deux, vous en avez pour 240 €. Et l'espace de stockage est illimité parce que vous pouvez en acheter autant que vous le voulez. Le smartphone est un outil très puissant, notamment en termes de post-traitement ultra rapide. L'iPhone est un appareil photo qui fait le boulot pour vous. C'est assez incroyable quand on y pense. Ça démocratise la photo comme la vidéo et cela permet au plus grand nombre d'explorer sa créativité. Ainsi, l'outil qui permet de contrôler la profondeur de champ après prise de photo en mode portrait
a de quoi plaire avec sa grande polyvalence. De même, le mode 4K cinématique est assez bluffant quand on voit comment il est facile de modifier les transitions de mise au point après tournage. En termes de puissance de calcul, d'assistance à la prise de photos et de vidéos et de flexibilité après prise de vue, les appareils photo sont loin derrière. Mais la puissance n'est pas gage de qualité, et même les meilleurs traitements ne sont pas encore capables d'arriver au niveau d'un véritable appareil photo hybride ou réflexe. Alors, pour faire votre choix, la question que vous devez vous poser est la suivante. Est-ce que je privilégie la facilité, la simplicité ou l'effort et la qualité? Deuxième question, quel est votre projet photo ou vidéo? Souhaitez-vous prendre des photos simplement ou faire de la photo? Maintenant, à vous de me dire ce que vous pensez de ces nouveaux iPhones et abonnez-vous à la chaîne en pensant à la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur blog-photo-lumix.com et partouxenvoyage.com et je vous dis à la semaine prochaine.